Bonsoir à tout le monde. Merci à tous et toutes d'être venus. Je remercie notamment du coup l'Académie Clément de nous prêter la salle, cette très jolie salle d'ailleurs. Merci au Master Économie de l'Environnement du coup de financer cet événement, pour notamment le pot qu'il y a après. Et merci à vous toutes et tous d'être venus, d'avoir fait le déplacement, malgré le fait qu'il fait plutôt beau dehors et qu'il y avait la possibilité d'aller dans un bar, qui est une activité très sympathique également. Donc merci d'être là. Merci à vous, Julien Lefebvre, de venir pour faire cette présentation, sachant que je sais très bien que vous avez un emploi du temps qui peut être parfois assez chargé, donc merci de rester là. Donc, vous êtes tous ici parce que on va parler du coup de cette conférence sur les récits derrière les trajectoires du GIEC. Je pense que tout le monde a déjà entendu ce qu'est le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Beaucoup de personnes ont entendu dans les médias des scénarios de 1,5 degré, 2 degrés, 3,5 degrés, 5 degrés, mais je pense que pas grand monde ici sait ce qu'il y a concrètement derrière ces chiffres-là, et moi non plus d'ailleurs. Et donc du coup l'idée de cette conférence c'était de présenter concrètement qu'est-ce que ça veut dire ce type de scénario, et heureusement nous avons dans notre besace un expert mondial sur ce sujet-là en la personne de Julien Lefebvre, donc chercheur au CIRED, donc le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, et donc auteur du GIEC, du dernier GIEC, contributeur notamment sur les questions de modélisation des trajectoires d'émissions. Et donc je vous laisse la parole maintenant pour la suite de cette présentation, et merci à tout le monde d'être venu. Celui-ci marche. Merci, bonsoir à tous, et merci Yanis, vous avez fait en fait l'introduction de mon exposé, donc ça va le raccourcir de quelques minutes. Donc merci à vous d'être là pour la discussion de ce soir. Donc en effet, je vais pouvoir aller directement à ma slide un petit peu de plan en fait de ce que je voudrais aborder ce soir. Et donc effectivement dans un premier temps, la question donc des scénarios, de ces scénarios du GIEC, ces scénarios socio-économiques et climatiques, à travers leur récit, et la façon dont on les quantifie dans différentes trajectoires. Et dans un deuxième temps, on essaiera de comprendre finalement quels mondes sont compatibles ou pas avec l'accord de Paris. Donc voilà, une présentation un petit peu en deux parties. Donc je vais commencer par vous parler donc de ces scénarios. Et au préalable, je voudrais revenir un petit peu sur le concept de scénario et exprimer le fait qu'on a en fait plusieurs outils pour explorer le futur. Et ce, en fonction, d'une part, en abscisse d'un niveau d'incertitude sur les paramètres à venir de notre système, mais aussi en ordonnée sur, disons, le consensus qu'il peut y avoir sur les théories qui permettent de décrire ce système. Okay. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que donc il y a plusieurs façons d'aborder le futur en fonction de là où on se trouve dans cet espace. À commencer par, je vais commencer par les prédictions, prédictions ou prévisions. Donc quand on dit prédiction-prévision, c'est en fait qu'on va essayer de deviner le futur à court terme, ou deviner le futur le plus probable avec une bonne connaissance des probabilités en fait, des paramètres à venir, et aussi disons, un bon consensus sur des théories de description du système. Donc par exemple, je vais essayer de prévoir quelque chose qui va se passer à horizon de quelques mois ou quelques années. À l'autre bout du spectre, dans un contexte d'incertitude fondamentale, où en gros on ne sait pas grand-chose, ben, on en est réduit à spéculer. Et donc au milieu, entre les deux, ça laisse l'espace pour les scénarios. Et finalement, cet espace-là va correspondre à ce qu'on appelle la prospective, donc qui du coup se différencie de la prévision, et ça c'est très important, puisqu'en fait on n'est pas là pour deviner un futur, mais on est là pour contribuer à le construire. Et pour ça, en fait, on va explorer différentes trajectoires, différents futurs possibles,
pour en fait examiner les opportunités et risques qui peuvent se présenter dans différentes trajectoires alternatives. Et également, en fait, on va essayer de comprendre les actions qui vont nous permettre de nous engager vers typiquement des futurs désirables. D'accord ? Et donc l'outil fondamental de la prospective, ça va être le scénario. Donc je vous propose une définition ici. C'est-à-dire, un scénario, ça va être une description plausible de la manière dont l'avenir pourrait se développer, et donc une description qui repose sur un ensemble cohérent d'hypothèses sur les relations et forces motrices clés. C'est-à-dire qu'on va essayer de raconter des histoires qui tiennent debout, qui tiennent la route, sur la base de ce qu'on connaît du système, et notamment des systèmes économiques, énergétiques, etc. Et donc c'est cet outil, le scénario, qui est donc au cœur de la discussion de ce soir. Donc maintenant, on va essayer d'appliquer ce concept de scénario au climat. Et donc là, je vous présente un petit peu ce qu'on appelle les scénarios climatiques. Donc vous avez déjà une idée de ce à quoi ça correspond. Et ce qu'on peut dire de manière générale, ce sont des scénarios qui visent à explorer les futurs possibles en matière de climat. D'accord ? Donc les futurs possibles en termes de climat autour de finalement les causes et les conséquences du changement climatique. Et vous voyez en bas ici, j'ai représenté la chaîne causale en fait du changement climatique. En partant de la gauche, en fait, vous avez les facteurs socio-économiques qui vont déterminer la façon dont on va utiliser l'énergie et utiliser les terres. C'est ce qui va nous donner les émissions de gaz à effet de serre. Quelles émissions vont se traduire en concentration de gaz à effet de serre qui vont être la cause du changement climatique. Et donc en fait, les scénarios climatiques visent à explorer les futurs de ces différents aspects et la cascade d'incertitudes en fait, qu'il y a aux différents niveaux. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez assez clairement en tête. Et donc ici, ce que je vous ai représenté là, c'est en fait, la nouvelle génération de scénarios climatiques qui sont conçus à partir de ce qu'on va appeler un processus parallèle. Ce processus parallèle, il va avoir en son centre ce qu'on va appeler des representative concentration pathways. C'est-à-dire, en fait, ce sont des scénarios ou un jeu de trajectoire de concentration de gaz à effet de serre. Donc ça va être le point central. On va déterminer différents niveaux de concentration de gaz à effet de serre que l'on va étiqueter en lien avec le forçage radiatif qu'ils imposent à horizon 2100. Donc en gros, le forçage climatique, le forçage de changement climatique à 2100. Donc on va déterminer un jeu, disons 5 ou 6 trajectoires de concentration. Et ça va être un peu notre point pivot de toute la construction des scénarios climatiques. Puisque vous voyez qu'une fois qu'on a déterminé qu'on a posé en fait des scénarios de trajectoire de concentration, sur le côté droit, on peut ensuite faire tourner des modèles climatiques pour évaluer les impacts en termes de changement climatique de ces différents scénarios de concentration de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est la science climatique à droite. Et à gauche, on peut essayer de comprendre quelles sont les trajectoires socio-économiques qui ont conduit à ces différents scénarios de concentration de gaz à effet de serre. Donc en gros, on va essayer de réfléchir aux combinaisons de facteurs socio-économiques sur la démographie, l'économie, l'énergie, etc., qui vont conduire à telle trajectoire d'émission et donc aux différents scénarios de concentration de gaz à effet de serre. D'accord ? Et donc en fait, en ayant défini les RCP au milieu, on peut travailler en parallèle. D'accord ? Et différentes disciplines peuvent travailler en parallèle pour, au final, produire des analyses intégrées autour de la question du climat. D'accord ? Et donc ce soir, évidemment, on va s'intéresser plus particulièrement sur cette partie socio-économique, et en particulier sur ce qu'on va appeler, et ça je l'introduirai tout à l'heure, mais vous en avez déjà entendu parler probablement, des Shared Socio-Economic Pathways. Ça va être le petit nom de nos scénarios socio-économiques. Donc ça va être le cœur de la discussion de ce soir. Alors avant de vous présenter ces SSP, c'est leur petit nom raccourci, un petit mot sur la façon dont on construit ces scénarios socio-économiques. Alors de manière un petit peu schématique,
Et on peut l'exprimer assez simplement en disant que ça s'appuie sur ce qu'on va appeler une méthode de story and simulation. Donc assez simplement, il s'agit donc de procéder en 2 temps et de commencer par un temps de récit, une partie d'analyse qualitative. On essaie de raconter des histoires plausibles dans la façon dont le monde peut évoluer à travers un ensemble d'hypothèses cohérentes voilà, pour explorer les futurs possibles de manière qualitative dans un premier temps. Et ensuite, on va traduire ces récits qualitatifs en hypothèses quantitatives et en trajectoires quantitatives. Et on va utiliser des modèles pour ça, pour quantifier ces trajectoires. Et donc concrètement, on va tirer de nos récits des hypothèses sur des paramètres quantitatifs qui vont entrer dans les modèles et qui vont nous permettre, avec les modèles, de simuler des trajectoires quantitatives. Ce qui fait qu'à la fin, ce qu'on va appeler nos scénarios auront à la fois une composante qualitative à travers leur récit et une composante quantitative. Deuxième point, il peut y avoir plusieurs façons de concevoir ces scénarios. Et une des façons de faire, dans ce petit nom technique de backcasting, où en fait, on commence par réfléchir à des images du futur. On essaie de voir quel type de contraste on peut avoir dans des futurs possibles, à travers des critères que l'on va définir. Par exemple, on peut essayer de contraster nos images finales par rapport à des mondes qui seront plus ou moins capables, ou dans lesquels ce sera plus ou moins facile de réduire les émissions. Donc pour lesquels le challenge, on va dire, à l'atténuation sera plus ou moins élevé. Ça peut être un des critères. Ce sera d'ailleurs un des critères des SSP dont je vous parlerai après. Mais du coup, on cartographie ces futurs contrastés à destination, si je puis dire. Et ensuite, on procède à reculons et on essaie de comprendre quels sont les éléments de contexte qui vont nous permettre de construire ces différents futurs. D'accord ? Et donc c'est pour ça que vous avez les flèches qui vont de l'image finale vers le présent. Ok ? Donc c'était une petite parenthèse un peu technique pour vous donner des indications sur un petit peu méthodologique. Donc maintenant je vous propose de rentrer dans le concret sur ces scénarios et donc sur ce qu'on appelle les Shared Socio-Economic Pathways. Historiquement, les scientifiques du climat ont produit plusieurs générations de scénarios. La génération précédente s'appelait les SRES. Okay. Et donc là, moi, ce que je vous présente ce soir, c'est la nouvelle génération, qui est peut-être pas si nouvelle que ça, puisqu'elle a bien 10 ou 15 ans maintenant. Voilà, donc les shared socio-economic pathways. Et en fait, ces scénarios-là ont été construits par la méthode de story and simulation et de backcasting que je vous ai montré tout à l'heure, sur la base de larges consultations d'experts pluridisciplinaires qui sont réunis de multiples fois, avec de multiples allers-retours, etc. Et tout ça, en fait, a pris plusieurs années. Entre le moment où on design la méthode de construction et le moment où on a des récits et des trajectoires quantifiées, il se passe plusieurs années. Donc, grosso modo, entre 2012 et 2016, quasiment. Okay. Voilà pour le contexte. Donc maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, et donc je reviens à mon idée de backcasting, j'essaie de me donner des critères sur des images contrastées finales. Et en fait, les critères qui ont été choisis pour construire les SSP, ce sont les 2 axes que vous avez ici. Donc vous avez en abscisse différents niveaux de challenge à l'adaptation, c'est-à-dire on va essayer d'avoir des mondes contrastés par rapport à la facilité ou difficulté à s'adapter au changement climatique. D'essayer de voir quel contexte socio-économique nous facilite ou nous rend plus difficile l'adaptation. Et pareil, on réfléchit de la même façon sur la question de l'atténuation. On peut réfléchir à des mondes dans lesquels ce sera plus ou moins facile d'atténuer le changement climatique, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc en gros, on part sur cette cartographie initiale. Et en gros, ça se traduit par quelque chose comme ça. Puisque vous voyez qu'il y a 4 combinaisons, en fait. Si on prend pour chacun des axes
un niveau de difficulté faible et élevé, donc que pour l'adaptation ou pour l'atténuation, vous voyez que ça donne, ça donne 4 combinaisons de défis autour soit de l'adaptation, soit de l'atténuation. Donc en gros, en bas à gauche, c'est facile à la fois d'atténuer et de s'adapter, alors qu'en haut à droite, c'est difficile d'atténuer et de s'adapter. Et au milieu, on a un petit peu le milieu du chemin, middle of the road. Voilà. Donc c'est une façon initiale de cartographier les différentes combinaisons de défis à l'atténuation et à l'adaptation. Et ensuite, à partir de ça, donc on fait ce que j'ai dit, du backcasting, on essaie de comprendre quels sont les contextes socio-économiques en termes de démographie, de croissance économique, de développement, de technologie, etc., qui nous amènent dans ces différents cadrans, qui nous donnent des mondes dans lesquels il est plus ou moins facile de s'adapter et de réduire les émissions. Et donc on essaie de raconter des histoires autour de disons des facteurs socio-économiques que vous avez sur la droite. Donc, par exemple en termes de démographie, développement humain, économie, mode de vie, institutions, technologie, etc. D'accord ? On essaie de construire ces histoires. Et le résultat de ça, donc il n'y a pas beaucoup de surprises, c'est le choix en fait de considérer donc 5 mondes différents, donc 5 SSP, 5 Shared Socio-Economic Pathways, qui va du 1 au 5, et donc effectivement qui couvrent l'ensemble les 4 combinaisons dont j'ai parlé et un scénario central. Et donc avant de rentrer un petit peu plus précisément dans les récits, puisque l'idée ce soir c'est d'approfondir un petit peu les histoires qu'il y a derrière, je vais vous résumer très rapidement ce qui se cache en termes d'histoire derrière chacun des SSP. Pour commencer à comprendre en quoi chacun des mondes décrits correspond à différents niveaux de défi au regard de l'adaptation et de l'atténuation. Donc si on commence en bas à gauche, on a donc le SSP1, qu'on va appeler Sustainability. C'est donc un monde dans lequel on privilégie la soutenabilité de manière générale, et on est dans un développement humain accéléré, et dans lequel il y a une forte conscience environnementale et un développement de technologies bas carbone. Et donc ça nous facilite à la fois l'atténuation, puisqu'on a les éléments pour réduire nos émissions, et en même temps on a un niveau de développement suffisamment élevé pour pouvoir mettre en place des conditions d'adaptation. Ensuite je passe au SSP5, parce que c'est un petit peu plus logique dans la façon d'exposer les choses, qui correspond aussi à une vision positive du développement humain, un développement humain basé sur le développement économique accéléré. Développement économique accéléré, mais qui, à la différence du SSP1, va être fondé sur les énergies fossiles. Donc c'est croissance économique à fond et utilisation des énergies fossiles. Ensuite, vous avez les versions un peu moins optimistes sur le développement humain, donc le SSP3 et SSP4, et en commençant par le SSP3. Le SSP3, c'est une vision du monde dans laquelle il y a des rivalités régionales, donc c'est une forme de repli sur soi, et ça nous donne un contexte finalement de développement ralenti, de manière générale, et en même temps fondé sur la perpétuation de modes de consommation intensifs en énergie fossile. Donc en gros, c'est un peu le monde le plus rétrograde, on va dire, que l'on puisse envisager, et donc qui nous rend à la fois, qui nous rend la tâche plus difficile à la fois sur l'atténuation et sur l'adaptation. Sur l'atténuation, puisque on a un développement technologique faible et on est intensif en énergie fossile. Et adaptation, c'est compliqué parce qu'on maintient les inégalités et donc, en gros, les plus pauvres ne peuvent pas vraiment s'adapter. En gros. Et dernier cadran, le SSP4, qui lui va être un monde le plus inégalitaire et finalement un monde à plusieurs vitesses en fait. D'accord ? Donc un monde inégalitaire avec d'un côté, disons, une frange de la société qui va se développer et qui va porter un changement technologique vers des technologies bas carbone,
Et en parallèle, il y a une classe un peu de laissé pour compte, on va dire, qui va rester dans la pauvreté et, et un développement ralenti. Et donc ça va d'une certaine façon faciliter l'atténuation, puisqu'on aura des technologies bas carbone, mais en même temps, du fait des fortes inégalités et de la pauvreté maintenue, voilà, on va rester vulnérable et on va avoir des difficultés à s'adapter. Okay. Donc ça, c'est un résumé très rapide pour fixer quelques idées. Ce que je vous propose, alors au risque que ce soit un tout petit peu fastidieux, mais je pense que c'est important de rentrer dans le récit. On est là pour un petit peu pour discuter de ça, et ce sera malgré tout rapide, hein, mais ce que je voulais faire avec vous, c'est pour chacun des SSP rentrer un petit peu dans finalement le récit original, d'accord, tel que c'est tiré des articles de recherche fondateurs sur le sujet. Donc on revient au SSP1. Donc le SSP1, c'est la trajectoire de soutenabilité. Et donc on est dans un monde qui bifurque donc vers la soutenabilité et qui met l'accent sur le développement inclusif, d'accord, dans lequel on prend en compte disons les limites environnementales. Il y a aussi un effort de gestion disons des communs, des biens communs, et une accélération de l'investissement dans l'éducation et la santé qui accélère la transition démographique. Okay. Et en même temps, on réduit les préoccupations, on augmente les préoccupations de bien-être, on met en balance en fait la croissance économique avec le bien-être, pour le dire comme ça. Et ensuite, on met l'accent sur les objectifs de développement, les inégalités sont réduites, et les modes de consommation sont orientés vers de la faible matérialité et faible intensité en énergie et ressources. Okay. Donc voilà un petit peu, donc ça c'est un résumé. Ça c'est un résumé en fait d'un récit un petit peu plus long effectivement dans les papiers. Et donc en gros ce qu'il faut en retenir en quelques mots de ce SSP1, c'est petit 1, soutenabilité, en fait qui est un peu le chapeau, mais également développement accéléré, basé sur l'inclusivité, donc réduction des inégalités et le bien-être. Okay. Développement accéléré, mais aussi fondé sur des modes de consommation faiblement intensifs en énergie et matière. Et enfin, un développement humain qui permet une transition démographique rapide. Voilà pour le SSP1. Si on passe au SSP5, donc encore une fois, une forme de vision alternative d'un développement humain élevé. Hein. Donc Fossil Fuel Development. Donc dans ce monde-là, on privilégie la compétitivité des marchés, le progrès technique et le développement du capital humain comme voie de développement soutenable. Les marchés sont globalisés et il y a de forts investissements dans la santé, l'éducation, les institutions pour favoriser le capital humain et social. Et en même temps, voilà, ce développement, il va reposer en fait sur la continuation de la consommation d'énergie fossile, d'accord, et l'adoption en fait de modes de vie intensifs en énergie. Et donc ça va permettre une croissance extrêmement, la plus forte, on va dire, à l'échelle globale. En même temps, on a un petit peu comme dans le SSP1 une transition démographique accélérée et on réduit nos problèmes environnementaux. Principalement par des solutions techniques et technologiques. Okay. En tout cas, on les conçoit comme ça. Donc en 3 mots, développement économique accéléré par le progrès technique, la consommation d'énergie fossile et des modes de vie intensifs en énergie. D'accord. Et une transition démographique accélérée. Donc maintenant, on passe au SSP3. Et là, une vision un petit peu moins optimiste du développement humain, où effectivement on considère qu'il y a une remontée des nationalismes et en fait on se concentre sur les questions locales, les questions nationales et régionales, et les politiques sont orientées vers les questions de sécurité nationale et régionale.
Avec l'objectif d'atteindre les objectifs de sécurité énergétique et alimentaire au niveau national et local. Et donc du coup, les investissements dans l'éducation et la technologie sont réduits, comme le développement économique qui est ralenti, et on a des modes de consommation conservateurs en fait, fondés sur, intensifs en énergie et en énergie fossile en particulier. Et donc dans ce cadre-là, la transition démographique est ralentie. Et donc on va avoir une population un petit peu maximale dans ces scénarios-là. Et enfin, de manière générale, un cadre peu propice à la prise en compte de la dégradation environnementale. Donc voilà, donc en gros ce qu'il faut retenir, c'est rivalité régionale qui ralentit le développement économique pour tout le monde, en fait. Développement économique, développement technologique, et qui consolide en fait des modes de vie intensifs en énergie et en énergie fossile. D'accord. Et dernière case dans notre espace SSP, c'est donc le SSP 4 qu'on va appeler Inequality. Dans lequel il y a de fortes inégalités dans les investissements, dans le capital humain, des disparités économiques, etc., qui font augmenter les inégalités de manière maximale, en fait, à la fois entre pays et régions et au sein des régions. D'accord ? Et au cours du temps, en fait, il y a une espèce de deux classes mondiales qui se créent entre une société internationalement connectée qui va tirer le progrès technique, et le progrès technique bas carbone en particulier, et d'un autre côté une myriade ou différentes sociétés de poches en fait de pauvreté d'une certaine façon, de l'autre côté travaillant dans une économie intensive en travail et voilà. Et donc dans ce cadre-là, le développement technologique, il est quand même élevé puisqu'il est porté par un peu ces leaders, cette classe, cette classe économique supérieure, on va dire. Et donc ça permet de diversifier les sources d'énergie. Et enfin, les politiques environnementales vont être un petit peu sélectives et vont privilégier effectivement les endroits, les zones à revenus plus élevés. Donc en gros un monde le plus inégalitaire, donc un monde à deux vitesses on va dire, qui permet malgré tout un certain développement technologique et de technologie bas carbone, donc des options de réduction d'émissions, et en même temps de fortes inégalités. Ok ? Ça va ? Voilà, donc voilà un petit peu comment les récits en fait derrière ces SSP. Et vous voyez que, donc je l'ai un petit peu déjà fait en filigrane, mais à partir de ces récits-là, on peut essayer de se remettre dans ce diagramme par rapport à la question des challenges à l'atténuation, à l'adaptation. Et on peut par exemple recomprendre d'une certaine façon comment ces différents récits nous amènent à ce que l'atténuation soit plus ou moins facile. Et donc par exemple, vous voyez ici que les SSP 3 et 5 sont ceux dans lesquels l'atténuation sera plus facile. Sera plus difficile, excusez-moi. Sera plus difficile, bien sûr. Alors pour certaines raisons communes, et en l'occurrence le recours aux énergies fossiles, mais aussi pour des raisons spécifiques. Dans le SSP 3, la croissance économique est faible, donc la demande énergétique n'est pas si élevée, mais par contre elle est très intensive en carbone. Alors que dans le SSP 5, croissance économique très forte, un peu d'efficacité énergétique, mais on reste sur de la consommation d'énergie fossile. Okay. A contrario, SSP 1 et SSP 4, voilà, on sera dans des mondes où l'atténuation sera facilitée, notamment par la disponibilité de technologies bas carbone. D'accord ? Dans le SSP 1 et 4. Et le SSP 1 a une spécificité dans ce cadre-là, c'est qu'en plus d'avoir la technologie bas carbone, il y a, disons, une transition vers des modes de vie plus largement favorables à l'environnement et donc des modes de vie de consommation faiblement intensifs en matière et en énergie, d'accord, qui consolident la facilité à réduire les émissions. Ok ?
Et donc au final, on a bien voilà, c'est nos 5 SSP. Et donc ce qui est important de comprendre à ce stade, donc voilà, on a raconté des récits de monde futur, c'est qu'ici on parle de mondes dans lesquels on considère qu'il n'y a pas de politique additionnelle visant à réduire les émissions. D'accord ? Ce sont des scénarios de référence. Ce sont des évolutions socio-économiques dans lesquelles on ne va pas forcément chercher à mettre des politiques climatiques visant à réduire les émissions de manière explicite. D'accord ? C'est simplement le contexte économique de référence qui va être différent et va nous donner différentes trajectoires d'émissions, avant de considérer des politiques qui vont viser spécifiquement à réduire les émissions. D'accord ? Et donc ensuite, on verra comment ça va être couplé avec justement des politiques, par exemple, qui vont viser à réduire les émissions. Donc ça, c'est les récits. Donc on a nos histoires qui sont beaucoup plus détaillées que les paragraphes que je viens de commenter. Hein. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de les quantifier, d'accord ? De donner, de décrire, d'avoir des chiffres. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'interpréter les différents éléments de récit en hypothèse sur, par exemple, des facteurs socio-économiques qui vont finalement déterminer, par exemple, des trajectoires sur la population et la croissance économique. D'accord ? Donc par exemple, au fond, je suppose que vous ne voyez pas grand-chose. En ce qui concerne la démographie et la population, la projection de population va dépendre d'hypothèses sur la fertilité, la mortalité et les niveaux de migration. Et sur ces différents facteurs socio-économiques, en fait, on va faire des hypothèses qui vont essayer de traduire les récits qualitatifs. Et on traduit nos récits qualitatifs en hypothèses, vous voyez, c'est semi-quantitatif, c'est faible, élevé ou moyen, dans un premier temps. Donc par exemple, si je prends juste l'exemple de la démographie dans le SSP5, on voit qu'on fait des hypothèses globalement de faible fertilité et faible mortalité, pour traduire l'idée d'une transition démographique accélérée. Okay ? Et on peut faire la même chose sur les facteurs qui vont sous-tendre la croissance économique, et faire des hypothèses alternatives, donc en termes de croissance économique, enfin de driver de la croissance économique, des hypothèses alternatives sur l'évolution de la productivité, par exemple, l'évolution, enfin le degré, la vitesse de convergence économique entre les régions, et aussi les hypothèses sur l'ouverture internationale, en gros le degré d'ouverture des marchés internationaux. D'accord ? Donc on traduit nos récits en paramètres ici semi-quantitatifs, que l'on va mettre dans des modèles à la fois de démographie et des modèles économiques pour en tirer des trajectoires de population et de croissance économique. Ok ? Et donc ça va nous donner ça. On fait tourner nos modèles pour quantifier nos petits modèles en fait, de démographie, nos modèles spécifiques de démographie et de macroéconomie, on va dire, modèle macroéconomique, et on va en tirer des quantifications de la population, trajectoire de PIB et de trajectoire d'urbanisation. Okay ? Et donc ça pour chacun des SSP. Et donc vous voyez en bas à gauche donc la légende avec des couleurs, une couleur par SSP. D'accord ? Et donc ce qu'on peut d'abord voir sur la population par exemple, vous allez voir qu'il y a un lien direct avec le récit que l'on a regardé tout à l'heure. Et donc ce qu'on voit effectivement, c'est que la transition démographique est bien accélérée à la fois dans le SSP1 en vert et le SSP5 en violet, okay, au niveau de la population. Ici. D'accord ? Et donc ça reflète bien cette idée de transition démographique accélérée, avec un pic de population à peu près 8,5 milliards d'habitants. À l'opposé, tout en haut, on a le SSP3. Donc rappelez-vous, c'est le scénario avec le développement humain le plus retardé, on va dire, et dans lequel effectivement la transition démographique est la plus ralentie, et donc une forme de croissance démographique la plus forte. Et entre les deux, il y a le SSP2 et le SSP4. Et SSP2 et SSP4 qui sont à peu près au même niveau, mais pour des raisons différentes.
Le SSP2, c'est juste des hypothèses moyennes, alors que le SSP4, c'est juste qu'on a un monde à deux vitesses. On a une transition démographique qui est accélérée pour les gens qui se développent, entre guillemets, pour les gens qui sont dans le développement humain, et une transition retardée pour un petit peu pour les laisser pour compte, entre guillemets. Voilà. Vous voyez, ça reflète assez directement les récits. On peut regarder un petit peu la même chose côté croissance économique. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est un peu le miroir de la population. Puisque l'élément commun étant un petit peu le développement humain. D'accord ? Parce que qui dit développement humain accéléré, dit croissance démographique, transition démographique accélérée, et aussi croissance du PIB accélérée. Donc sans surprise, c'est le SSP5 en violet qui a la croissance économique la plus élevée. Et ensuite, et en même temps, vous voyez ici, ça c'est l'indice de Gini qui vous donne une idée sur les inégalités, et donc une baisse rapide des inégalités pour le SSP5. Ensuite, on a le SSP1, qui aussi est un monde dans lequel il y a un développement humain accéléré, mais il y a aussi une baisse il y a un focus, disons, moindre sur la question de la croissance et plus sur les questions de bien-être. Donc, en fait, croissance du PIB qui va être plus faible, mais soutenue malgré tout. On pourra revenir là-dessus un peu plus tard. Le SSP2, sans surprise, est au milieu, et ensuite vous avez le SSP4 et le SSP3 en dessous. Ok ? Voilà, donc on a nos quantifications, nos trajectoires de population et PIB quantifiées. Donc on ne va pas s'arrêter là, puisqu'il faut qu'on aille jusqu'aux émissions. D'accord ? Il faut qu'on arrive à raconter des choses sur l'usage de l'énergie et les émissions. Et donc c'est l'étape d'après, qui va consister à faire une interprétation quantitative, cette fois des facteurs technologiques et énergétiques. D'accord ? C'est ce que j'ai entouré en bleu ici. Et donc on va interpréter les récits par rapport aux questions ici donc de demande énergétique et par exemple de disponibilité des technologies bas carbone. Donc du nucléaire ou carbon capture and storage ici, ou de technologies renouvelables, mais aussi en termes disons de disponibilité de ressources fossiles. Donc on va faire un petit peu la même chose que tout à l'heure, mettre des indications bas, moyen, élevé pour chacun des SSP, pour cartographier un petit peu les paramètres associés à nos récits. Et donc sur cette base-là, on va cette fois, au-delà de quantifier les trajectoires énergie et climat, donc sur l'énergie et les émissions. Et pour ça, on va utiliser d'autres modèles, des modèles qu'on va appeler des modèles intégrés, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Integrated Assessment Models, qui sont en fait là des plus gros modèles qui visent à représenter les interactions entre systèmes complexes autour de systèmes économiques, systèmes énergétiques, systèmes d'usage des sols. D'accord ? Donc on va utiliser ces modèles-là pour quantifier nos trajectoires énergétiques. Et donc ces modèles-là vont prendre en entrée les trajectoires de population et les trajectoires de PIB qu'on a estimées précédemment, et les paramètres sur les facteurs technologiques et énergétiques dont je vous ai parlé. Et en sortie de ces modèles-là, on va avoir par exemple les trajectoires de consommation d'énergie primaire au niveau mondial dans nos différents mondes. D'accord ? Et donc là, vous voyez qu'on retrouve aussi un petit peu ce à quoi on pouvait s'attendre dans nos récits. Puisque tout à gauche, vous avez le SSP1, qui est celui dans lequel la consommation d'énergie est la plus faible. D'accord ? Puisqu'on est dans un monde où on favorise à la fois les technologies, l'efficacité énergétique, et des consommations faiblement intensives en énergie. D'accord ? Et en même temps, c'est un monde dans lequel on développe les solutions bas carbone. Donc, de manière assez... dans ce scénario de référence, on développe à la fois la biomasse et en jaune et bleu les énergies renouvelables, éolien et solaire. À l'opposé, on a le SSP5. Donc le SSP5, sans surprise, c'est celui où l'énergie est la plus élevée, puisque c'est la croissance économique la plus élevée. Et on a un monde intensif en énergie, et qui plus est, intensif en énergie carbonée. D'accord ? Où vous avez une explosion de la consommation de charbon. D'accord ? Dans ce SSP5. Okay.
Le SSP2, vous voyez que c'est un peu un scénario médian où on a une croissance continue de l'énergie et une faible diversification énergétique. Et après, on a les SSP3, et 4 qui, pour des raisons différentes, donnent des niveaux un peu moyens de consommation d'énergie, avec dans le SSP3, donc effectivement plus faible niveau d'énergie que dans le SSP5 par exemple, parce que la croissance économique est plus faible, et vraiment on maintient nos consommations d'énergie fossile et de charbon en particulier. Le SSP4, on a une petite diversification due au fait qu'il y a encore une fois une partie de l'économie qui tire vers le développement de certaines technologies bas carbone. Ok ? Donc ça y est, on a décrit nos mondes énergétiques. Et donc si on combine ça avec une modélisation par exemple, de l'évolution de l'usage des terres, et donc des gaz à effet de serre liés à l'usage des terres, on peut en tirer des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Donc sur la gauche, vous avez les trajectoires de gaz à effet de serre associées aux différents SSP. Et à droite, les implications, les impacts en termes de température. Donc entre les deux, on fait tourner un petit modèle de climat pour évaluer les impacts en termes de température. Et donc vous voyez un petit peu le range que l'on dessine en termes d'émissions dans nos SSP, encore une fois, en termes de scénarios de référence, dans lesquels il n'y a pas encore de politique climatique. Et d'ailleurs, ce qu'on voit ici, c'est que donc effectivement, dans le scénario SSP5, on est à plus 5 degrés en 2100, donc c'est un peu un niveau maximal. Mais dans le SSP1, on est encore à 3 degrés. Donc malgré le fait qu'on ait un pic des émissions qui sont légèrement réduites en deuxième partie du siècle, on reste autour de 3 degrés de changement climatique. Donc vous voyez que entre 3 et 5 degrés, on est encore loin des objectifs de l'accord de Paris. De l'objectif bien en dessous de 2 degrés, voire 1,5 degré. Et donc c'est là que vont intervenir les politiques climatiques qui vont viser à faire bifurquer nos trajectoires de référence vers des cibles d'émissions compatibles avec l'accord de Paris. Et donc ce qu'on fait, c'est que on va rajouter à nos scénarios de référence des hypothèses sur des politiques climatiques. Quand on va rajouter, par exemple, un prix du carbone qui va permettre de développer les solutions bas carbone. Et on va aussi prendre en compte les contextes socio-économiques pour se dire que il peut y avoir plus ou moins de contraintes à la mise en place de ces politiques. Par exemple, dans un monde SSP3, on va considérer que ce n'est pas possible de mettre en place une politique climatique universelle tout de suite. C'est un monde fragmenté, pas de coopération internationale, donc on va considérer dans notre récit que qualitativement, la mise en place de la politique climatique va être à la fois retardée et fragmentée. Donc on prend ça en compte. Et donc quand on fait ça, ça nous permet, donc, dans la modélisation, encore une fois, dans nos modèles intégrés, on rajoute ces politiques climatiques pour, dans chacun des SSP, construire des scénarios d'atténuation. Dans chacun des SSP, qui sont des scénarios de référence en politique climatique, on va rajouter de la politique climatique, plus ou moins intense, en fait, pour atteindre différents niveaux d'atténuation du changement climatique. Ok ? Et donc, par exemple, si je prends le SSP2, ce qu'on va appeler baseline, c'est les références. Donc en référence, les SSP2, ils nous font aller par ici. Et ensuite, avec nos politiques climatiques, on va progressivement baisser jusqu'à des niveaux les plus ambitieux. Par exemple, du 2,6 watts par mètre carré, qui correspond à du 2 degrés, grosso modo, ici. Et donc ce que vous voyez, donc effectivement, ici, ces chiffres ici là, correspondent en fait au RCP, ce que je vous ai dit au départ. On part de nos SSP, on rajoute des politiques climatiques et on les fait correspondre à différents RCP, différents cibles climatiques. Et donc ça nous permet de créer une espèce de matrice de scénarios entre, d'un côté, les SSP, qui sont donc des scénarios socio-économiques de référence, et des scénarios de changement climatique. Donc ça nous donne une matrice de scénarios SSP, RCP. C'est des noms un peu techniques, mais
Voilà comment c'est présenté. Et du coup, au final, on peut sélectionner, dans notre panel de scénarios de référence et d'atténuation, on peut sélectionner un petit nombre de scénarios représentatifs. Donc vous voyez, combinant ce que je vous disais, SSP et RCP. Donc par exemple ici, SSP 5, 8.5, ça veut dire, c'est le SSP numéro 5, et ça correspond au RCP 8,5. Tout en bas ici, donc ça c'est un peu le scénario du pire, hein. Et dans les meilleurs scénarios en bas, on a par exemple le SSP 1, 1.9. Donc on est dans un monde SSP 1, et on atteint le forçage radiatif de 1,9, qui correspond à du 1,5 degré. Donc vous voyez, là l'idée avec ça, c'est d'avoir une vision synthétique d'un peu de l'ensemble des possibles. Donc à la fois l'absence de politique climatique dans un monde par ailleurs qui va nous faire dériver comme ça, qui est très contrasté avec justement un monde favorable à l'atténuation SSP1 dans lequel on va en plus mettre en place des politiques climatiques pour atteindre 1,5 degré. Et donc ça, en fait, les scénarios qui ont été mis en gras ici, c'est les scénarios qui ont été sélectionnés comme illustratifs dans le dernier rapport du GIEC. En fait. Donc ça, c'est la cartographie. Et donc finalement, ce que vous voyez aussi, c'est que les scénarios compatibles avec l'accord de Paris, ben, en fait, c'est ceux-là. Hein. C'est ceux qui sont ici. Ça va être les RCP... les SSP1 2.6 qui correspond à du 2 degrés ou le SSP1 1.9. Okay. Et donc dans le temps qui me reste, dans la deuxième partie de mon exposé, je voudrais revenir sur justement, donc une fois que je vous ai présenté un peu là c'est un peu l'univers des possibles, d'accord, à la fois ce scénario du pire tout en haut, dans lequel il n'y a pas d'atténuation, et les scénarios qui vont être compatibles avec l'accord de Paris. Donc ce que je voudrais creuser un petit peu dans la deuxième partie de mon exposé, c'est justement qu'est-ce que ces scénarios dessinent en fait de mondes compatibles avec l'accord de Paris. Donc je vais revenir sur cette matrice de scénarios. Alors c'est peut-être un petit peu complexe, mais on va essayer quand même de s'en sortir. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a du coup maintenant deux axes. On a les SSP ici, en haut, et les RCP ici. Et donc chaque case correspond à une combinaison de SSP et de SSP et de RCP. D'accord ? Et plus on va vers le bas, pour chacun des SSP, plus on va vers le bas, plus la cible climatique est ambitieuse. D'accord ? Ok ? Les croix violettes, c'est le niveau d'émission dans le scénario de référence pour chacun des SSP. Donc en gros, c'est en l'absence de politique climatique. La croix, c'est là où on se trouve en termes de changement climatique en référence. D'accord ? Et donc quand on va se déplacer vers le bas, ça va évoquer l'idée qu'on fait de l'atténuation. D'accord ? C'est-à-dire qu'on passe d'un RCP élevé à un RCP plus faible. Donc on va réduire les émissions. Voilà. Voilà. Et par ailleurs, les chiffres ici, les 6 sur 6, 4 sur 4, en fait, ça renvoie au nombre de modèles. Parmi notre jeu de modèles intégrés, en gros, vous voyez, il y en a entre 4 et 6 qui ont été utilisés. C'est le nombre de modèles qui ont montré que tel ou tel scénario était faisable. D'accord ? Donc par exemple, quand on voit 0 sur 4, là, ça veut dire qu'il y a 0 modèle sur les 4 qui ont pu simuler ce scénario, à savoir l'atteinte d'une cible 1,5 degré dans un monde SSP3. D'accord ? Parce qu'en fait, voilà, ce que j'ai pas dit, c'est que finalement, les mondes compatibles avec l'accord de Paris, c'est cela. D'accord ? C'est du 1,9 allez, jusqu'à 2,6, mais pas plus. Okay ? Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que donc, le SSP3, voire le SSP4, on a ici 0 modèle sur 4 et 1 sur 3 ici qui ont pu simuler ce scénario-là. Ça se pose une question de faisabilité, en fait, de compatibilité entre les objectifs de l'accord de Paris et ces mondes, ces contextes socio-économiques SSP3 et SSP4. Alors, après, on pourrait discuter sur ce que ça veut dire la faisabilité dans le modèle. Bon. La faisabilité, en gros, dans le modèle, c'est que, compte tenu des hypothèses socio-économiques qu'on a prises dans nos mondes, par exemple, dans notre monde SSP3, et compte tenu des flexibilités, de la représentation des technologies et des mécanismes économiques dans le modèle, on ne peut pas
faire la transformation nécessaire pour réduire les émissions suffisamment. Donc ça donne quand même une bonne indication, ça donne une indication du risque de ne pas atteindre les cibles, par exemple dans un monde SSP3, compte tenu de contraintes technologiques et économiques. Ça ne donne pas une conclusion définitive par rapport à la faisabilité dans le monde réel, mais c'est une indication de la difficulté et du risque de pas atteindre du risque de ne pas pouvoir atteindre ces cibles dans ces mondes-là. Donc vous voyez là que ça écarte pas mal de SSP, hein, SSP4, SSP3 principalement, SSP4 également, et SSP5, vous voyez que c'est limite. Et on va retrouver ça, cette idée-là dans ces graphes-là tirés du rapport spécial 1.5 du GIEC, qui est sorti un petit peu après l'accord de Paris, donc en 2018. Et la commande de ce rapport, c'était d'évaluer justement les scénarios compatibles avec l'objectif nouvellement défini de l'accord de Paris, donc du 1.5 degré. Et donc vous voyez que dans ce rapport, il n'y a plus SSP3, SSP4. D'accord, puisqu'on considère que voilà, c'est pas possible, quoi. Donc en gros, ce qui reste, c'est le SSP1. Bon, ils ont enlevé le S1, c'est SSP1. Hein. SSP1, SSP2 et SSP5. Okay. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que le niveau de défi pour atteindre les cibles sont quand même assez différents, sont très différents entre nos différents mondes. Ce qu'on voit, c'est quand même dans le SSP1, du fait, encore une fois, d'une demande d'énergie plus faible et de la disponibilité des technologies bas carbone, eh bien, on peut très rapidement réduire les émissions, d'accord, et finalement atteindre nos cibles climatiques sans avoir besoin de faire ce qu'on appelle des émissions négatives dans la deuxième partie du siècle. Et par ailleurs, en termes de développement d'énergie renouvelable, par exemple, hein, ici, le solaire en bleu et le solaire en jaune et l'éolien en bleu, on reste sur un déploiement massif de ces technologies-là, mais voilà, qui reste minimal, en tout cas rendu minimal par le fait qu'on a une consommation d'énergie la plus faible de ces scénarios-là. Maintenant, si on regarde le SSP2, on voit déjà que le défi commence à être bien accru, dans le sens où on ne peut pas diminuer aussi vite au départ les émissions, et on est obligé, en deuxième partie du siècle, de recourir à des émissions, ce qu'on appelle des émissions négatives. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de ce que ça veut dire, mais en gros, on arrive à prendre du CO2 de l'air, notamment par la biomasse. Hein. En fait, on va faire brûler de la biomasse et on va prendre les émissions issues de la combustion et on va les stocker. D'accord ? Ça va nous permettre de faire des émissions négatives. Okay. Et vous voyez ici, en jaune, c'est le recours à cette technologie. Bon, je vais peut-être quand même m'arrêter là-dessus parce que c'est important et ça permet de comprendre un petit peu l'ampleur de ce dont on est en train de parler. On est en train de miser sur une technologie qui vise encore une fois à brûler massivement de la biomasse. Donc la biomasse, en fait, a capté le CO2 en poussant. On fait brûler cette biomasse pour l'utiliser à des fins énergétiques. Et on prend le CO2 qui est issu de la combustion et on le met sous terre. Donc le bilan net de tout ça, c'est qu'on a pris du CO2 de l'air et on l'a mis sous terre et c'est passé par de la biomasse. Quoi. Okay. Et donc vous voyez que même dans le SSP2, on est en train de miser sur des volumes significatifs de cette technologie, ici en fait en vert, ce qui est appelé BECCS ici, hein, Biomass with CCS. Et donc je ne vous parle même pas du scénario SSP5 où effectivement on ne peut pas réduire les émissions suffisamment vite puisque dans un contexte où forte croissance économique, intensive en énergie fossile, on ne peut pas bifurquer suffisamment vite et donc on est obligé d'essayer de réparer, de nettoyer ou en tout cas de laisser à nos enfants nettoyer les choses à partir de 2050. Et vous voyez, dans ces scénarios-là, on arrive à des niveaux d'émissions négatives complètement gigantesques. Autour de, là, ça fait du 10 à 15 milliards de tonnes par an, ce qui est juste gigantesque, et que l'on retrouve ici. Hein. Ici, vous avez la quantité d'énergie, quantité de biomasse, en fait, qui est associée à cette technologie de capture et de séquestration. Et en fait, je vous ai mis juste un petit chiffre pour qu'on se rende compte à quoi ça correspond, parce que cette biomasse, il faut la faire pousser. D'accord ? Et pour ça, il faut des terres.
Et en fait, dans ce scénario-là, on est à peu près à 2 fois la taille de l'Inde, la surface de l'Inde. Imaginez l'Inde remplie de cultures, uniquement pour faire de la biomasse, que l'on va séquestrer après pour faire des émissions négatives. Donc ça permet un petit peu de se rendre compte de ce qui se cache derrière ces scénarios. Et donc en fait, la conclusion, voilà, aujourd'hui, c'est, je pense, voilà, on est beaucoup à penser que ce genre de scénario ici était illustratif parce que ça répondait un petit peu à la commande, si vous voulez, de savoir comment on fait pour atteindre 1.5. Donc on a été un petit peu obligé de sortir une forme de baguette magique, si je résume un petit peu. Et donc en fait maintenant, ceci étant dit, on va essayer de voir que nous dit le tout dernier rapport du GIEC. Okay, et finalement, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, de tous les scénarios qu'on a éliminés petit à petit, vous vous rappelez de le monde SSP3, SSP4 aussi, SSP5, vous voyez que là, il va pas forcément tenir très longtemps. Et d'ailleurs, voilà, dans la restitution du dernier rapport du GIEC, il n'a pas tenu très longtemps. Et donc ici, vous avez, donc là c'est le chapitre du groupe 3 du GIEC, donc le groupe qui s'occupe des questions d'atténuation. D'accord ? Et dans ce chapitre du groupe 3, il y a une sélection de 4 trajectoires d'atténuation illustratives. D'accord ? Donc sur lequel je vais me concentrer ici. Et donc ce qu'on voit, alors c'est pas affiché comme ça, mais moi les informations sont là, c'est que en fait toutes ces trajectoires illustratives partent d'un SSP2 ou d'un SSP1. D'accord ? Donc déjà on est dans des mondes SSP2 ou SSP1. Le SSP5 on n'en parle plus là. Voilà, donc déjà on est dans ces mondes SSP2, SSP2 ou SSP1. Et ensuite on envisage deux alternatives, soit des mesures d'abord technologiques. D'accord ? Donc on part d'un monde SSP2 et on va faire soit on va privilégier les émissions négatives, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on va avoir un petit peu de retard sur les émissions brutes et donc derrière on va faire des émissions négatives. Mais on va en faire moins que dans le SSP5. Okay. L'alternative, c'est le développement massif des renouvelables. D'accord ? Combiné à l'électrification. Donc on va essayer de tout électrifier à gogo, la mobilité, l'industrie, le résidentiel, les bâtiments, etc. Et on va produire des énergies renouvelables au maximum. Donc en gros, là on est sur un plan Marshall tous azimuts sur ces technologies. Mais du coup, ces deux options-là, c'est d'abord des options technologiques. Donc elles sont intéressantes à contraster avec ces deux autres approches-là, l'approche LD et l'approche SP. LD comme low demand, donc faible demande, et SP comme sustainable pathway. Les deux, en fait, reposant sur la mise en œuvre de changements assez forts sur la demande d'énergie. D'accord ? On met en place des politiques et des modes d'organisation qui vont faire baisser massivement la demande d'énergie. Ça, c'est pour low energy demand. Et pour SP, on rajoute des politiques qui sont qui visent spécifiquement l'atteinte des autres objectifs de développement durable. Par exemple, baisse de la pauvreté ou protection de l'environnement de manière plus large. Et donc, si je reviens un petit peu sur ces visions LD et SP, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que certes, dans la conception, on part de SSP2 ou SSP1, mais quand on lit le narratif qu'il y a derrière, en fait, c'est des changements socio-économiques majeurs. Par exemple, le scénario LED, on est en train de parler de changements structurels sur la façon dont on consomme l'énergie, dans tous les secteurs, la mobilité, le logement, l'économie du partage, etc. Et on se focalise sur la provision de services énergétiques. Donc on met en place un système qui est structurellement peu consommateur d'énergie. Donc vous voyez que rattacher ça à du SSP2, qui est censé être du middle of the road sur la trajectoire socio-économique, bon, ça devient un petit peu bancal. Et dans le scénario SP, c'est un petit peu la même chose. On est vraiment sur des hypothèses fortes, sur des demandes d'énergie faibles. Et en plus de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on envisage en fait une vraie bifurcation de la trajectoire de développement avec des politiques structurelles de développement durable.
donc de réduction des inégalités, de la pauvreté, etc. Et donc là aussi, certes on part du SSP1, mais ce n'est pas uniquement des politiques qu'on est en train de mettre, on est en train d'envisager des changements sociétaux en fait, assez importants. Okay. Et donc, rapidement, ce que ça donne en termes de démission, ces trajectoires-là, c'est ces 4 trajectoires illustratives. Donc vous voyez tout à gauche l'approche émission négative, et là on retrouve un profil un petit peu similaire au SSP5 de tout à l'heure, où effectivement on est en retard au début là, sur la réduction d'émissions, et à la fin on est obligé de faire des émissions négatives. La différence c'est qu'on en fait 2 fois moins que dans le SSP5. Donc là on s'est calmé, voilà. Et on est dans un monde SSP2, et on fait encore significativement d'émissions négatives, puisque là on est entre 5 et 10 gigatonnes par an, ce qui est déjà massif. Alors que dans les 3 autres scénarios, pour des raisons différentes, on arrive à suffisamment réduire les émissions brutes pour avoir un recours faible à des émissions négatives. Dans Rennes, ici, c'est pour des raisons technologiques, c'est-à-dire qu'on arrive à tout électrifier massivement et à produire autant de renouvelables qu'on veut. Alors qu'ici, dans LD et SP, comme je l'ai dit juste avant, on est sur des changements sociétaux portant sur la demande d'énergie. Donc ça se reflète dans les trajectoires d'énergie. Donc rapidement, dans NEG ici, on a une hausse de la consommation d'énergie, et en particulier ici de la biomasse. Le bleu clair, c'est la biomasse. Donc une explosion de la demande de biomasse nécessaire pour faire nos émissions négatives. Dans Rennes, on est un petit peu mieux sur l'énergie, notamment grâce à l'électrification. L'électrification nous permet de réduire notre énergie, mais par contre, vous voyez l'explosion de la production d'énergie renouvelable. On est en 2100 à 600 hexajoules donc essentiellement d'éolien et de solaire. C'est énorme. Ça veut dire une croissance de 15 à 20% par an de la production. Donc c'est beaucoup. Et vous voyez du coup que dans les scénarios low demand et SP, les changements structurels portant sur la consommation d'énergie permettent d'abaisser la demande énergétique et donc finalement de diviser par 2 ce qu'on doit faire en termes d'énergie renouvelable. Le bleu clair ici, vous voyez, là et là, c'est 2 à 3 fois plus faible que ce qu'on a ici. Voilà, donc ça, c'est un peu un résumé des trajectoires compatibles avec l'accord de Paris au regard du dernier rapport du GIEC. Alors, quelques éléments complémentaires. J'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie. Pour essayer de rajouter quelque chose dans la discussion, puisque là, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est on a construit des trajectoires socio-économiques, on a parlé de population, de PIB, et on en a tiré les trajectoires énergétiques et d'émissions. D'accord ? Et on a aussi rajouté des politiques climatiques qui ont induit le développement de technologies bas carbone, etc. Une question qui se pose quand même, c'est dans quelle mesure nos politiques d'atténuation n'ont pas d'effet retour sur nos hypothèses socio-économiques. Par exemple, sur l'économie, sur le PIB, sur l'emploi. Il ne faudrait pas que effectivement, la mise en place de ces mesures d'atténuation change fondamentalement. Ou alors, il faut en avoir conscience et ça va nous permettre de comprendre vraiment l'état du monde dans les scénarios d'atténuation. Donc la première question qui se pose, c'est l'effet retour de cette atténuation sur ces trajectoires de PIB de référence. Vous vous rappelez les trajectoires de PIB de nos SSP. Et en fait, ce que montre la littérature, c'est que dans l'ensemble, l'atténuation n'a qu'un faible impact sur finalement les trajectoires de PIB de référence. C'est un résultat un peu général. Alors, il y a des disparités régionales, par exemple, je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, l'atténuation, dans la plupart des cas, n'est pas de nature à modifier fondamentalement les trajectoires économiques de référence. Et puis par ailleurs, c'est peut-être ces coûts macroéconomiques de l'atténuation qui vont peut-être faire un petit peu baisser, le PIB dans nos trajectoires de référence, sont plus faibles
que les gains liés au changement climatique évités. Ça, c'est très important de le rappeler. D'accord ? Et c'est important de l'avoir en tête. On parle de coûts de politique climatique, c'est-à-dire ça va nous ralentir un petit peu le PIB dans nos trajectoires, mais c'est rien par rapport aux dommages climatiques évités. D'accord ? Et sans parler également de ce qu'on appelle des co-bénéfices. Donc en gros, le coût de l'action est plus faible que celui de l'inaction. Mais en tout cas, notre atténuation n'est pas de nature à changer nos hypothèses socio-économiques, nos tendances, nos grandes tendances par exemple sur le PIB. Par contre, ce que ça fait, c'est que ça induit un certain changement structurel, d'accord ? Puisqu'on va changer plus ou moins radicalement de système énergétique. Vous voyez, à gauche, c'est un graphe sur les emplois. On va vraiment changer les emplois du système énergétique. On va fermer des mines, on va fermer des centrales au charbon, on va fermer des champs pétroliers, etc. Et on va créer des fermes solaires. Voilà. Donc il va y avoir un changement structurel dans l'emploi qui va être quand même assez massif. Donc ça, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire dans la vision d'un monde compatible avec l'accord de Paris, c'est certes notre trajectoire socio-économique SSP, avec peut-être un PIB un petit peu modifié, mais par contre, il va y avoir un changement de la structure d'une partie de l'économie. D'accord ? On ne va plus produire exactement la même chose et les emplois ne seront plus tout à fait les mêmes, notamment dans les secteurs énergétiques. Et donc ça, ça peut être aussi un défi d'arriver à faire ce changement structurel, de faire en fait changer les métiers. Je vous passe ce que ça implique, mais voilà, c'est un enjeu important. Et dernier point, avant de conclure, c'est l'impact, encore une fois, dans l'idée de caractériser ce qu'est un monde compatible avec l'accord de Paris, c'est l'impact de notre atténuation sur les objectifs de développement durable plus largement. Et ce que montre ce graphe ici, je n'ai pas forcément le temps de rentrer dans le détail, mais en gros, les points de difficulté, ils sont en rouge là. D'accord ? Les points où notre action d'atténuation induit des risques sur les objectifs de développement durable. Encore une fois, je mets de côté les bienfaits, les effets positifs liés à la réduction du changement climatique. Dans tous les cas, on sera mieux en lien avec les dommages climatiques évités. Ça ne rentre même pas dans la discussion ici. Si on considère uniquement les politiques d'atténuation, on voit qu'il peut y avoir des risques sur la biodiversité, sur les ressources minérales et un petit peu sur la sécurité alimentaire. La biodiversité, pourquoi ? C'est notamment par rapport à nos histoires de BECS. D'accord ? On va faire de la monoculture et donc ça va être problématique pour la biodiversité. Les ressources minérales, c'est lié notamment aux ressources pour les énergies renouvelables. Tout le parc, tout le capital bas carbone qu'il va falloir construire. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai dit, risques principaux, biodiversité, ressources et sécurité alimentaire. Et ce qu'on montre, c'est que dans nos scénarios LD et SP, on peut aussi mettre en place des mesures qui vont permettre de corriger ça et de rendre atténuation et objectifs de développement durable compatibles. Donc, on peut envisager des mondes dans lesquels on aura atteint les cibles de l'accord de Paris en termes de climat, mais aussi on aura favorisé les autres objectifs de développement durable. Bon, je ne rentre pas dans le détail ici, ça exprime un petit peu cette idée. Et donc en synthèse, et je vais peut-être m'arrêter là, en gros, si on devait faire une synthèse de ce que à partir d'aujourd'hui, serait un monde compatible avec l'accord de Paris, vous voyez qu'on a déjà écarté nos mondes SSP3, SSP4, SSP5. Ce qui reste, d'une certaine façon, c'est des contextes économiques tendanciels, okay, mais dans lesquels on va atteindre nos cibles par des moyens technologiques. Donc on va mettre le paquet sur la technologie. Émissions négatives et électrification plus développement massif des renouvelables. Et j'ai aussi souligné en creux les défis que ça pose. Puisqu'il y a quand même un enjeu de faisabilité technologique derrière tout ça. Et par exemple, on est obligé, dans le cadre du scénario NEC, d'avoir un recours massif aux émissions négatives, et ça repose aujourd'hui sur une technologie qui est encore spéculative, il faut le dire. Donc il y a un enjeu de faisabilité technologique, géophysique et économique, puisqu'il va falloir faire croître de manière extrêmement rapide tout un système énergétique nouveau, en fait.
Voilà. Et sans parler des impacts négatifs sur les autres objectifs de développement durable. Donc ça, c'est la version un peu solutionnine technologique, si je devais simplifier. A contrario, on a donc les versions un peu LD et SP, où on part d'un contexte socio-économique plutôt SSP1. Alors SSP2 hein, pour le LD, mais vous avez vu le côté artificiel qu'il y a derrière. Mais donc du SSP1, avec des changements profonds des modes de consommation vers une plus faible demande d'énergie. Donc ça permet d'accélérer la réduction des émissions, réduit les besoins technologiques du côté de l'offre, et on a vu que ça permettait une synergie avec les autres objectifs de développement durable. Mais cette version-là n'est pas sans difficulté, évidemment, puisque vous imaginez bien que qu'on reporte la faisabilité technologique vers une faisabilité sociétale, cette fois-ci, sur notre capacité à mettre en place un système structurellement sobre en énergie. Et donc là, il y a une question de faisabilité socio-culturelle, puisque derrière, on est dans des changements de mode de vie, et des changements structurels de la consommation d'énergie qui peut rencontrer des freins de nature socio-culturelle et institutionnelle et même économique. Donc cette approche-là ont aussi leurs défis. Deux remarques pour conclure, pour ouvrir un petit peu. Ce que je pense que c'est intéressant, c'est un peu pour regarder le futur maintenant. Une fois que je vous ai raconté tout ça, c'est un petit peu le bilan de ce qu'on peut dire à partir du dernier rapport du GIEC. Je voudrais vous soumettre un peu deux questions qui peuvent se poser. C'est d'une part la mise à jour de nos projections économiques, compte tenu un peu du contexte à la fois actuel et des années récentes. Puisqu'il y a un certain nombre de publications qui souligneraient le fait qu'on surestime un petit peu nos projections de croissance économique. D'accord ? Et donc, il y a alors pour des raisons distinctes dans les différents papiers, il y en a qui parlent par exemple de conflit, hein, le troisième. Donc voilà. En gros, il y a tout un pan de la littérature qui est en train de se demander si on n'est pas en train de surestimer nos projections de croissance économique et aussi de convergence économique entre les pays. Donc ça, c'est un peu une vision un peu pessimiste. Et notamment le dernier papier qui a tendance à montrer que le scénario vers lequel on va, le monde vers lequel on va, c'est plus du SSP4, d'accord, un scénario inégalitaire, que le SSP2. Voilà. Donc ça pose un certain nombre de questions qu'il faut qu'on intègre dans nos... Et dernier point, c'est bien sûr des scénarios additionnels. D'accord ? Et là, j'en citerai que deux. La question du digital, de l'IA, etc., qui pourrait structurer un petit peu notre trajectoire socio-économique, quelque chose à prendre un petit peu plus en compte. Et le dernier point qui est important, c'est que, donc au-delà de l'approche faible demande d'énergie, il y a un enjeu à rajouter des scénarios qui mettent plus en avant, par exemple, les questions de sobriété, hein, parce que c'est un mot que j'ai pas prononcé jusqu'à maintenant, mais voilà, c'est un mot qui apparaît, qui est de plus en plus fréquent et qui est important de considérer dans le cadre de nouveaux scénarios. Et par ailleurs, des scénarios dans lesquels on challenge un petit peu cette idée de croissance continue, des scénarios qu'on va qualifier de post-croissance, qui vont mettre plus l'accent sur le bien-être, la réduction des inégalités et la convergence. Encore plus, beaucoup plus que, par exemple, le scénario SSP1. Voilà. Et donc, je m'arrêterai là parce que j'ai largement dépassé mon temps. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la conférence. Donc là maintenant, c'est le temps des questions. Si jamais certaines ou certains d'entre vous ont quelques questions sur cette présentation. Je vais faire passer le micro. Ouais. Merci. Je voulais revenir sur le tout début de votre présentation. Donc vous aviez présenté les différents SSP et ensuite les projections de croissance économique. Et on voyait que le SSP1, c'était le deuxième sentier avec la croissance économique la plus élevée. Et je ne comprends pas trop comment on peut coupler baisse de la consommation, une consommation moins intensive en énergie et une croissance économique aussi élevée. Et en plus, un des présupposés, c'était un peu d'opposer
croissance économique et bien-être, enfin prise en compte du bien-être humain. Mais on va dire qu'un économiste classique un peu bas du front, il va vous dire que la croissance économique, c'est le bien-être. Oui, ben, excellente question. Excellente question qui ouvre de multiples débats. Puisque, en effet, vous voyez, si on revient au narratif ici, il y a écrit mot pour mot the emphasis on economic growth shifts toward the broader emphasis of human well-being. On ne peut pas faire plus flou. Et donc, du coup, c'est effectivement ce narratif est sujet à l'interprétation un petit peu qu'on veut. Et c'est vrai que, du coup, la communauté de modélisation a fait le choix d'en faire une interprétation de croissance verte, pour faire un raccourci. Et il y avait des débats sur, effectivement, les hypothèses de croissance dans le cadre d'un SSP1. Et d'ailleurs, il y a des papiers dans lesquels il y a une version post-croissance en fait, du SSP1 en pointillé. Donc, effectivement, il y a un débat. Et effectivement, là, il y a eu une interprétation. Et d'ailleurs, le papier qui se concentre... Il y a un article, en fait, qui est concentré sur ce SSP1, qui, effectivement, a Green Growth dans le titre. Donc, pour souligner le fait que voilà, on a une interprétation de croissance verte de ce scénario-là. Donc c'est pour ça que ce que je soulignais à la fin, c'est justement le fait qu'en fait, il faut qu'on envisage justement des scénarios dans lesquels ce découplage, en fait, c'est ça dont vous parlez, est contraint, et donc d'envisager des hypothèses de croissance plus faibles, voire négatives pour une partie des pays. Mais voilà, mais c'est une excellente question qui a été sujet de débat. Il y a une question aussi de temporalité. Hein. Ce SSP, ça a une dizaine d'années. C'est vrai que c'était dans un contexte où on parlait plus de croissance verte que de décroissance, par exemple. Et je pense que les choses évoluent, y compris dans l'interprétation de ces récits. Et je pense que la communauté de recherche est unanime sur l'intérêt de rajouter des scénarios, en fait, un peu un SSP1 bis, dans lequel on considérait effectivement que on fait des hypothèses de croissance au sens PIB plus faibles dans un scénario alternatif. Merci pour la conf. Si je me permets de tirer un peu la conclusion sur les récits et de la déformer, du coup c'est surtout le SSP1 qui fonctionne pas mal, un peu de SSP2. Donc en fait, grosso modo, coopération, réduction des inégalités. Il faut être de gauche si on veut réussir à tenir les 1,5 degrés. Et quand je dis de gauche, c'est à l'échelle internationale. Hein. C'est ma question 1 sur les récits, en fait. À la fin, compatibles avec aujourd'hui les idéologies politiques dominantes. Et deuxième point, c'est pour descendre plus sur les modèles et leur fonctionnement. Parce que du coup, tu n'es pas rentré un peu dans les interactions entre paramètres, même si on les sent un peu poindre dans ce que tu dis. J'ai l'impression que du coup, le PIB, il est pris à deux niveaux différents, au moins. A priori, l'augmentation du PIB contribue à la diffusion des technos. Et c'est vu comme un paramètre positif, du coup, techno-bas carbone pour réduire éventuellement les émissions, et en même temps ça augmente la demande énergétique si je comprends bien, et ça c'est un paramètre plus compliqué parce que ça demande d'augmenter du coup les investissements associés pour répondre à ces demandes énergétiques. Et donc là il joue plutôt au côté négatif sur la trajectoire climatique. Et du coup ma question c'est est-ce que dans les modèles à quel niveau ils placent ces deux paramètres? Est-ce que ce qui l'emporte, c'est plutôt, selon leur modèle, et selon les différents que tu connais, le paramètre de diffusion technologique et de progrès techno, ou est-ce que c'est plutôt le paramètre augmentation de la consommation énergétique et du coup besoin associé qui entraîne des émissions? Merci pour ces questions. Bon, alors sur la première, je n'ai pas de réponse, puisque de toute façon, j'ai pas de réponse, c'est que c'est compliqué à donner une réponse là-dessus, puisque voilà, il y a beaucoup de scénarios qui reposent sur le SSP2, qui est un scénario middle of the road et voilà, compatible avec le monde dans lequel on est. Ensuite, il faudrait des experts plus du champ politique pour m'expliquer dans quelle mesure effectivement le récit SSP1 est compatible ou pas avec des idées de gauche ou de droite. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais plutôt sur la question des modèles, alors en fait, j'essaie de comprendre ce que tu viens de me dire. Donc effectivement, dans ces modèles-là, en fait, le PIB va tirer la consommation d'énergie. C'est le premier aspect. Par contre, le PIB n'a pas forcément beaucoup d'influence sur la pénétration technologique.
la pénétration technologique est plutôt liée, par exemple, donc à la demande d'énergie d'une part, et aussi au prix relatif, au coût relatif des technologies et au progrès technique sur les technologies. Mais ce n'est pas lié au premier ordre à la trajectoire de PIB. Okay. Alors oui, et si je peux juste compléter, j'en profite pour compléter là-dessus, on a aussi la vision dans ce schéma-là que tous les modèles prennent le PIB en entrée comme exogène. Okay, ce qui n'est pas le cas. Alors c'est là, je rentre des petites subtilités. La façon de concevoir la chaîne de scénarios est fait comme ça. On crée des trajectoires de PIB et on essaie de les calibrer pour en tirer des consommations d'énergie, mais il faut savoir que dans la boîte à outils, et c'est assez souvent passé sous silence dans une partie des gens qui commentent ce genre de scénario et la boîte à outils de modélisation, il faut savoir qu'il y a à peu près la moitié des modèles dans lesquels le PIB est une variable endogène. Ce qui va être exogène, c'est les déterminants en termes de productivité, mais par contre le PIB effectif, lui, il va être endogène. Donc ce que je veux dire, c'est que dans ces modèles-là, le PIB il détermine autant l'énergie que l'inverse. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de PIB, parce que l'énergie est un facteur de création d'activité économique. Donc au passage, je me permets de... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser une question ? Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence. J'aimerais revenir personnellement sur l'aspect plus concret de la politique publique. Notamment, vous avez mentionné dans le scénario SPLD, donc qui correspond plus à SSP1, le besoin notamment d'agir en matière de transport, de logement, et ce rapidement. Et à ce titre-là, concrètement, puisque ça fait partie de l'actualité de la politique écologique française, est-ce que vous auriez une évaluation, un avis, une anticipation sur, par exemple, les politiques comme celle pour la rénovation énergétique, les aides à l'acquisition de véhicules propres, ces choses-là? Est-ce que ces initiatives de l'État vont dans le bon sens, sont suffisantes? Bon, alors, certainement pas en elles-mêmes, mais par exemple, est-ce que concrètement, parce qu'on est sur des considérations très générales, est-ce que la politique publique va dans le bon sens, par exemple, sur ces terrains-là, selon vous? Alors, on s'éloigne un tout petit peu de la discussion un petit peu globale que j'ai essayé de mettre en place ici. Mais oui, ce que j'ai quand même montré, alors, je ne l'ai pas fait dans le détail pour les secteurs sur la demande d'énergie, le transport ou le bâtiment, mais ce qui est sûr, c'est qu'une des conditions pour y arriver, c'est de réduire fortement la demande d'énergie qui découle soit d'un usage des bâtiments ou de la mobilité. Et qu'il faut à la fois des mesures pour réduire la consommation d'énergie, mais aussi des mesures pour décarboner l'énergie restante, donc qui va beaucoup passer par l'électrification. Donc il faut combiner des mesures, donc par exemple dans le bâtiment de rénovation énergétique pour réduire la consommation énergétique, mais il faut aussi des mesures pour, par exemple, électrifier l'énergie, donc des pompes à chaleur, etc. Un petit peu pareil sur la mobilité. Et je rajouterai à ça qu'il faut aussi... On l'a vu en filigrane d'un scénario, par exemple low demand, dans la mesure du possible, réduire la taille de nos logements. Avoir une réflexion sur une forme d'optimisation du confort qu'on peut tirer d'une surface de logement. Et donc en fait, ça, après, on peut dérouler le fil pour savoir quelle politique publique il faut mettre en place. Et donc ça fait l'objet, effectivement, au niveau français, de discussions alors à différents étages, hein, mais notamment dans le cadre de la formulation de la stratégie nationale bas carbone, où il y a une réflexion sur justement comment on active ces différents leviers au cours du temps pour atteindre notre objectif de neutralité carbone à 2050. Et donc en effet, sur la partie logement, il y a une ambition très forte sur la rénovation énergétique. Il faudrait, alors je ne sais plus exactement les chiffres, mais grosso modo entre 500 000 et 1 million de rénovations complètes chaque année. Et on est très très loin de ça. Et MaPrimeRénov' est très insuffisante pour atteindre ces objectifs-là. Voilà, on avance, mais en effet, cet objectif de neutralité carbone à horizon 2050, c'est un objectif colossal. Et c'est vrai que voilà, on peut se poser des questions sur dans quelle mesure voilà, on a bien pris conscience collectivement de l'ampleur du défi que ça représentait et des politiques nécessaires pour atteindre ces objectifs.
J'aurais une question également sur l'intégration des feedbacks des émissions à effet de serre, notamment dans le scénario SSP5 par exemple, parce qu'on voit dans le scénario SSP5 qu'on a une croissance très forte des énergies fossiles, donc des émissions de gaz à effet de serre, et donc on va avoir des mécanismes de mitigation normalement mis en place pour capturer ou mitiger ces émissions d'effet de serre, mais comme ces mécanismes de mitigation vont être basés sur la consommation d'énergie fossile, on a l'impression qu'il y a une espèce de mécanisme exponentiel qui va se mettre en place avec on a l'intuition qu'il y a une espèce d'exponentiel qui va se mettre en place avec des énergies fossiles qui vont percer le plafond, quoi. Donc, comment on feedback en fait sur les conséquences des émissions à long terme? Donc là, le feedback dont vous parlez, si je comprends bien, c'est l'énergie nécessaire pour capter le CO2. Oui. Donc pour mettre en place des... C'est ça. Alors il faudrait regarder dans le détail, mais je pense que si on fait le bilan énergétique de tout ça, il est quand même positif. Donc c'est quand même... C'est une bonne question. Effectivement, donc en gros, là, la technologie qui est envisagée pour pour faire des émissions négatives, c'est avec la biomasse. D'accord ? On fait pousser de la biomasse, on la brûle, et on capte le CO2. Et donc pour ça, en effet, il faut qu'on consomme de l'énergie pour effectivement faire pousser notre biomasse, voilà, etc. Et alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais si on faisait une espèce d'analyse d'investissement énergétique, d'énergie nette, on va dire, sur l'ensemble de ce cycle-là, je pense que ça reste quand même très positif. C'est-à-dire que ça va induire un surcroît d'énergie, mais raisonnable. Et ça, on ne va pas partir dans une exponentielle, comme vous dites. Ça induit un surcroît. Et encore une fois, je n'ai pas les chiffres exactement en tête là-dessus, mais c'est quand même une question qui se pose. Et par exemple, il y a aussi une autre technologie, je ne sais même pas si je devrais en parler, mais de capture directe du CO2. Et il y a des propositions pour dire, par exemple, on peut utiliser l'énergie solaire ou éolienne qu'on n'utilise pas, parce que au moment où, si on a de l'énergie excédentaire liée à de l'éolien ou du solaire, on peut utiliser ça, cette énergie fatale, entre guillemets, pour... je n'entrerai pas dans ces détails-là, mais je suis d'accord avec vous qu'il y a peut-être des analyses d'énergie nette et des feedbacks sur les besoins énergétiques à mieux prendre en compte. C'est ce que montrent un petit peu ces barres rouges là ici. Effectivement, on est un peu dans le scénario du pire sur les impacts, sur les autres objectifs de développement durable. Donc en effet, biodiversité. Donc ça va sans mesure supplémentaire dans le SSP5. Oui, on est clairement sur une accélération de la destruction de la biodiversité. Et on le voit d'ailleurs. On le voit d'ailleurs dans la barre en rouge, et pareil effectivement sur les risques alimentaires. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, donc on n'a pas envie d'aller dans le SSP5, je pense collectivement. Et voilà, non, mais c'est une façon de confirmer qu'on n'a pas envie d'y aller, et qu'il faut tout faire pour essayer de faire du SSP1. Et voilà. Mais oui, je suis d'accord avec vous que... là, effectivement, j'ai adopté un ton un peu neutre par rapport à l'exposé des scénarios et de leurs récits. Mais en effet, le scénario SSP5, qui est du coup... SSP5 sans politique climatique est un peu le scénario du pire. Je voudrais quand même souligner que ce scénario-là, aujourd'hui, a une probabilité très faible. Je n'ai pas parlé de ça, parce que je ne voulais pas parler de probabilité, mais... Il y a aussi des travaux qui montrent que ce SSP5, qui repose sur l'utilisation accrue du charbon dans le monde actuel, vu la bifurcation technologique qui est déjà en train de s'opérer et qui est déjà à l'œuvre, avec la baisse drastique des coûts des renouvelables, par exemple, font que l'exploitation massive du charbon, tel que je l'ai montré à je ne sais plus quel endroit, ici, pardon, là, à droite, celle-ci devient est relativement improbable, sauf... bifurcation géopolitique inattendue, mais voilà. Donc ce scénario du SSP5, je pense que, en tout cas, voilà, c'est un scénario qui devient de moins en moins probable, voire quasiment improbable.
Merci beaucoup pour la conférence, hyper intéressant. Et je voulais savoir comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans deux directions. Les personnes qui veulent creuser, qu'est-ce qu'on peut aller lire ou voir pour se frotter un petit peu plus au sujet. J'imagine que vous allez nous dire, lisez le rapport du GIEC qui fait peut-être des centaines ou des milliers de pages, donc est-ce qu'il y a des ressources un petit peu intermédiaires? Et d'autre part, pour aller vulgariser, pour en parler autour de nous, j'ai le sentiment que cet aspect-là du travail du GIEC, il est moins traité aujourd'hui dans les médias ou dans le grand public. On entend beaucoup le GIEC nous dit que telle chose et telle chose, et ça parle beaucoup de degrés de réchauffement mondiaux et de conséquences. Et cet aspect-là, les scénarios, il est assez peu abordé, voire parfois complètement caricaturé. Du coup, qu'est-ce que vous recommandez pour aller vulgariser ce travail-là? Alors, je ne suis pas forcément spécialiste en vulgarisation, mais je pense qu'il y a des... Alors, je pourrais vous trouver des ressources. Il y a un site qui s'appelle Carbon Project, je ne sais pas si vous connaissez, qui par exemple a fait une page sur les SSP. Donc vous avez un petit peu un résumé de ce que je viens de vous raconter. Hein. Donc qui est un point d'entrée sur des approfondissements. Après là-dessus, il n'y a pas grand-chose de plus. Il y a effectivement différents organismes qui ont produit leurs propres notes de synthèse, disons leurs notes vulgarisées. Hein. Je sais qu'il y a Carbon 4 qui a fait un petit truc. Différents organismes qui ont fait leur propre vulgarisation, mais oui, allez lire les rapports du GIEC. Question assez bête, mais là vous avez présenté des scénarios spécifiques. Est-ce qu'ils sont remis dans un scénario global où ces scénarios spécifiques sont mis en relation quand on sait que la façon dont sont produits les infrastructures pour produire nos énergies vertes, il y a forcément un impact sur d'autres pays et d'autres scénarios différents des nôtres. Donc j'imagine que ces scénarios doivent être mis en relation parce que peut-être que ce qu'on prévoit pour des scénarios de pays développés ou qui sont déjà dans une dynamique durable, si on prévoit une baisse d'énergie par rapport... parce que vous avez énormément parlé... Non. Pardon, vous n'avez pas parlé, mais en tout cas, ce qui était mis en avant dans les graphiques, c'était un mode de production durable basé sur l'éolien ou sur le solaire, par exemple. Mais ces modes de production ont certainement un impact sur d'autres pays par rapport à l'extraction et tout ce qui est nécessaire pour la production d'infrastructures. Voilà. Alors, ce que j'ai présenté là, ce sont des scénarios globaux, en fait, dans lequel on regarde tous les pays à la fois. Donc je n'ai pas parlé des dynamiques ou des échanges, par exemple, entre les régions. Là, j'ai simplement parlé des dynamiques globales. Et quand je parle de développement du solaire ou de l'éolien, c'est au niveau mondial. Et effectivement, après, on pourrait rentrer dans le détail, parce que les modèles qu'on utilise sont souvent des modèles régionaux, donc qui détaillent ce qui se passe dans les différentes régions. Et donc là, on pourrait rentrer dans le détail de qui produit quoi. D'accord ? Où sont installées les éoliennes et les panneaux photovoltaïques et qui les produit. Donc nos modèles permettent de faire ce genre de choses. Donc on peut descendre en échelle, encore une fois, sur les technologies qui sont installées dans les différentes régions pour réduire les émissions territoriales, les émissions locales, hein, et qui permettent aussi de tracer des éléments qui ont trait au commerce international et sur le côté production de ces technologies. Donc on peut savoir aussi, on peut aussi modéliser les endroits où sont produites les différentes technologies bas carbone. Donc on peut avoir cette vision cohérente en termes de dynamique interrégionale. Mais là, j'en ai pas parlé, je me suis contenté de vous exprimer les choses au niveau global, et déjà, vous voyez, c'est déjà compliqué. Mais effectivement, on pourrait rentrer dans le détail des dynamiques interrégionales. C'était sur...
vers les dernières slides, vous avez montré les limites d'un SSP2 avec une hypothèse de développement technologique intense. Et parmi les limites, il y avait marqué risque d'overshoot, je crois. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, s'il vous plaît? Oui, effectivement, je me suis pas arrêté là-dessus. En fait, overshoot, pardon, effectivement, je l'ai pas expliqué. Ça veut dire en fait dépasser temporairement la cible climatique. Donc par exemple le 1,5 degré, c'est temporairement on le dépasse, on atteint 1,7, 1,8 degrés. Et ensuite, on réduit la température, on fait baisser le thermostat via des émissions négatives. Parce qu'en gros, le niveau de changement climatique, le changement climatique s'arrête au moment où on a zéro net émission de CO2. Donc si on a des émissions positives, il augmente, la température augmente. Si on a des émissions négatives, ça baisse. Donc dans ces scénarios-là, dans le scénario neg, en fait, comme on retarde la réduction initiale des émissions, on va dépasser le 1,5 degré, on va atteindre 1,7. Et donc, dans une seconde période, on va faire des émissions nettes négatives qui vont nous permettre de retrouver un niveau 1,5 degré. C'est ça qu'on appelle l'overshoot. Et donc, on imagine les risques que ça pose. Enfin, à la fois la capacité d'y arriver ou pas, hein, parce que quand on a dépassé 1,7, on n'est pas sûr d'y arriver derrière. Il y a une question de transmission de fardeau aux générations futures, c'est-à-dire que nous on dépasse et on leur laisse la lourde mission de faire baisser le thermostat derrière. Donc voilà, ça pose un certain nombre de questions. Oui, Julien, moi j'avais une question sur la méthodologie et on a un peu du mal à croire qu'il est aussi facile que ça de découpler les différents scénarios avec l'intensité des politiques environnementales. Puisque tu nous as expliqué que les scénarios étaient faits avec un scénario de politique environnementale qui est commun à tous, puis après vous regardez avec des politiques qui sont de plus en plus ambitieuses. C'était la figure où tu avais mis la petite croix sur ça, c'est le scénario de départ. Et donc on a du mal par exemple à comprendre comment on pourrait avoir un scénario SSP1 où il y a plein d'investissements sur les énergies bas carbone, c'est un peu ça la croissance verte du SSP1, et puis le SSP5 où là au contraire on utilise beaucoup de charbon, etc., avec la même politique environnementale. Donc, oui, très bonne question. Alors en fait, c'est pas la même politique environnementale, c'est le même objectif climatique. On atteint le même niveau de changement climatique. Et donc, en effet, l'intensité de la politique environnementale elle est très différente entre les deux. Dans le SSP1, dans notre scénario tendanciel, on se facilite la tâche. On commence à se diriger vers là où il faut. On est par nos modes de consommation, par notre propension à développer les technologies bas carbone. Voilà. Alors que dans le SSP5, on a plus d'efforts à faire. Donc, en gros, pour synthétiser, on a des prix du carbone très différents dans les deux cas. Voilà. Mais l'idée, c'est d'atteindre la même cible. Dans le SSP1, il nous faut un faible prix du carbone relatif. Alors que dans le SSP5, il faut des prix du carbone énormes. Mais d'ailleurs, comme je l'ai montré, on n'arrive pas à baisser tout de suite. Malgré ce fait-là, on n'arrive pas à baisser tout de suite. Ouais. Mais quand tu dis la même cible, pourtant, si je prends les points des croix respectives, on n'est pas du tout sur la même évolution du changement de température. Dans le scénario de référence. Oui. Voilà. Donc en fait, ça c'est ton scénario de référence. Si tu fais pas de politique climatique, dans le SSP1, tu arrives ici. Dans le SSP5, tu es là. Mais sans politique climatique, donc la croix du SSP1, oui. On a quand même pourtant énormément d'investissements dans les Oui, parce que oui. Et c'est là où non, mais c'est tout à fait. C'est une bonne question et c'est pas forcément. Non, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas forcément de différence évidente entre propension générale à consommer vert et développer et les incitations qui permettent de. Donc voilà, je suis d'accord que la distinction est peut-être un petit peu artificielle. Après, ça permet aussi de comprendre que les émissions ne dépendent pas que du prix du carbone. On ne peut pas faire tout baisser avec du prix du carbone non plus. Il y a des éléments structurels sur les modes de vie, qui échappent en fait. Voilà. Et en fait, c'est ça qu'on prend un petit peu en compte. C'est tout cet environnement socio-économique qui fait qu'on se dirige plus vers là que là. Et finalement, la politique climatique va vraiment cibler les mesures liées
liées à déploiement de telles technologies vertes, etc. Mais je suis d'accord avec toi que la frontière peut être un petit peu artificielle. Et donc, précisément sur le prix carbone, pour le même objectif climatique, est-ce que vous prenez les différents prix carbone en fonction des régions, des pays? Parce qu'en fait, comme en Europe et dans les autres pays en développement, le prix varie entre 50 centimes et 2 $, alors qu'en Europe, objectif 2030, 100 $ par tonne de carbone. Est-ce que vous prenez en compte cette différence très forte dans les prix de carbone ou juste un prix pour l'ensemble? Alors dans les scénarios de base, a priori, on prend le même prix du carbone. D'accord, c'est vraiment pour faire des scénarios de base. Et après, on fait des variantes dans lesquelles, effectivement, on discute de prix du carbone différencié. Et il y a plusieurs façons de faire ça, justement pour prendre en compte des histoires d'équité, en fait, aussi derrière. Mais dans des scénarios comme ça au niveau mondial, l'approche par défaut, ça va être un prix unique du carbone. Pour, en fait, s'aligner sur l'idée d'un coût marginal mondial, quoi, avec tous les problèmes que ça pose. Voilà. Mais par ailleurs, il y a tout un ensemble de travaux où justement on fait des variantes par rapport à ça et on discute les enjeux de ces variantes. Et c'est très important en effet de considérer la différenciation de prix du carbone, évidemment, dans la construction des politiques. Merci beaucoup. Donc, vous nous avez dit que vous pouviez rester que jusqu'à 21h. Il est bientôt 21h. Je me permets juste de poser les 2 petites questions personnelles. Donc, je vais reprendre juste les questions qui sont posées tout le temps par Nabil Wakim dans son émission qui s'appelle Chaleur humaine, qui est une émission du journal Le Monde que je trouve hyper bien. Je recommande. Et donc, il pose à chaque fois à tous ses invités la question d'une part, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui vous exècre par rapport au changement climatique, quelque chose qui vous hérisse les cheveux et auquel vous dites il faut vraiment plus qu'on fasse ça, c'est pas possible? Et d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie depuis que vous vous intéressez à ces questions-là, même si je crois que ça fait un moment que vous vous y intéressez, mais est-ce qu'il y a des choses où vous avez changé peut-être de mode de vie, de mode d'action collective, peut-être de mobilisation que vous avez pu mettre en place vous personnellement? Donc voilà. Merci. Bon, je vais peut-être pas faire une psychanalyse en direct, mais alors votre première question c'était quoi? La première c'était qu'est-ce qui vous hérisse les poils, et la deuxième c'est qu'est-ce que vous faites vous de votre côté? Non, il y a rien. Il n'y a pas de chose unique qui me hérisse les poils. Il y a des choses qui m'inquiètent et à la fois il y a des choses qui me rendent optimiste. Ce que je vous ai montré à la fin, par exemple, est peut-être un peu source d'inquiétude, dans le sens où on voit qu'aujourd'hui, on est en train peut-être de se diriger vers un monde où la coopération internationale n'est pas folichonne. On n'est pas sur des trajectoires ou de réduction, de convergence économique forte. Donc voilà. Donc à ce titre-là, le contexte géopolitique actuel me rend un petit peu m'irrite, hein, on peut le dire comme ça. Et en même temps, si on regarde le côté à moitié plein du verre, en 10 ans, il y a eu un changement structurel sur les technologies bas carbone, par exemple. Le scénario, le SSP5 dont je vous parlais tout à l'heure, là, c'était un scénario qui n'était pas exclu il y a 15 ans. D'accord ? Aujourd'hui, ce scénario, il est, voilà, vu encore une fois ce qui se passe sur les renouvelables et leur évolution exponentielle, hein, là, voilà, ça se voit. On est encore, enfin, on commence à être au-delà de l'épaisseur du trait, hein, parce que ça augmente très vite, mais voilà, d'un point de vue technologie, il y a quand même des sources, il y a des éléments qui me rendent optimiste. Voilà, donc c'est ambivalent, il n'y a pas de, il y a pas de réponse unique, mais c'est vrai que voilà, personnellement, quand on travaille sur ces sujets-là, voilà, on aimerait que ces sujets-là soient, enfin que la société plus largement s'empare un petit peu plus de ces sujets. Et quitte par rapport à ma situation personnelle, oui, effectivement, on est pour éviter la schizophrénie, on est obligé dans une certaine mesure, d'essayer d'aligner, même si voilà, c'est pas toujours possible, mais effectivement d'essayer d'aligner ce qu'on raconte avec un petit peu certains aspects de nos vies. Donc oui. Quelques trucs qui ont changé en 10 ans dans ma façon de vivre. Voilà. Merci beaucoup. Merci.